Nous retrouvons donc Takehiko Narie chez lui en plein doute après la proposition de Taizo Nakamura. Et si Takehiko est autant perturbé, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il a bien évidemment très envie d'être sérialisé, mais il avait toujours imaginé que cela se ferait au travers d'une série sportive, et plus précisément avec une épopée basket. Et quand je parle d'épopée, je pèse mes mots. L'ambition de Takehiko va bien au-delà de la simple aventure. Ce qu'il veut, c'est que son œuvre soit digne de celle qu'il lisait étant plus jeune et qui l'inspire encore aujourd'hui, à savoir Dokaben de Shinji Mizushima. Une œuvre dotée d'une construction narrative aussi inspirante qu'excellente et d'une grande maîtrise graphique, avec un trait cartoonesque, d'un réalisme aussi saisissant qu'époustouflant, notamment lors des actions de match. Cette série pour Takehiko avait, depuis son enfance, toujours été source de fascination et de motivation. Et encore aujourd'hui, il place Dokaben comme un horizon à dépasser, tout en la considérant comme sa plus grande influence. Bien évidemment, si on commence à analyser le style de Takehiko dans ses 2 premiers one-shots, on remarquera très vite que Dokaben n'est pas sa seule source d'inspiration. En effet, au cours de sa jeunesse, Takehiko a lu plusieurs œuvres qui l'ont marqué et qui lui ont conféré ce style si unique. On peut parmi elles citer One Two Sanshiro de Makoto Kobayashi, dont le timing comique est pour Takehiko un véritable métronome et dont les intrigues amoureuses sont des rouages polymorphes essentiels de ses scénarios, tantôt simple ressort humoristique et tantôt base de motivation pour le héros. Mais il y a une chose qui ne s'explique pas si on n'a que ces 2 références, c'est sa patte graphique. En effet, à la différence de Dokaben et de One Two Sanshiro, son crayonné est très réaliste. Il y a donc une 3e inspiration. Alors, dans ces années-là, on peut penser très vite à Tetsuo Hara, grand ami de Tsukasa Hojo, et qui a commencé depuis 6 ans déjà Hokuto no Ken, une série post-apocalyptique aux traits réalistes. En réalité, Tetsuo n'a jamais été en contact avec Takehiko, qui de son côté ne le lisait pas vraiment. Non, cette 3e personne qui a inspiré son style graphique à Takehiko est Ryoichi Ikegami, dont la manière réaliste et classe de dessiner des personnages masculins qui ont un certain succès auprès de la gente féminine qui dessine aussi très bien, est ce qui a le plus marqué l'adolescence de lecteur de Takehiko, au point que non seulement il ait adopté son trait, mais aussi son type de personnage masculin. Avec ces 3 clés en main, tout devient plus clair. Le choix d'un héros classe et mystérieux dessiné de manière réaliste à la Ryoichi Ikegami, les intrigues amoureuses permettant de faire avancer l'histoire ou de simplement rire à la Makoto Kobayashi, les scènes iconiques mettant en avant un mouvement sportif à la Shinji Mizushima, tel était le style Narie en 1988, un style personnel et unique, né des expériences de lecture de son auteur, qu'il n'a eu de cesse de travailler envers et contre tous, ce qui lui a valu quelques problèmes. En effet, comme je vous le révélais dans la première vidéo, Takehiko avait pris des cours préparatoires pour la rentrée en école d'art de Kyoto, qu'il avait rapidement arrêté et cédé. Eh bien, la raison de cet arrêt est simple. Il n'avait pas apprécié le fait qu'on essaye de lui faire perdre son style pour le formater à une manière de dessiner qui ne lui plaisait pas. Et oui, Takehiko est un dessinateur qui non seulement veut rester libre, mais qui est aussi buté et plutôt direct. Et donc, quand il fait quelque chose, il veut généralement que cela se fasse à sa manière, ou sinon il claque la porte. C'est pour cela que le jour où il donne sa réponse à Taizo, il a beau savoir l'importance que revêt l'opportunité d'une sérialisation, il prévient Taizo. Il n'acceptera de faire cette série qu'à une seule condition. C'est que bien que Watanabe dicterait les grandes lignes de l'histoire, il laisserait à Takehiko toute la latitude pour expérimenter ses compositions graphiques, même si elle modifie le récit. Et c'est en 1989, à la sortie du numéro 33 du Weekly Shonen Jump, que l'on peut voir en couverture une magnifique illustration d'un Risk Hunter, c'est-à-dire un détective privé d'envergure internationale qui traque sans relâche les bandits pour les renvoyer en prison grâce à son pouvoir qui lui confère la possibilité non seulement de se transformer en n'importe qui, mais aussi de changer le sexe de son adversaire. D'où son nom, et le nom de la série, Chameleon Jail. Une œuvre qui pour nous n'a rien d'étonnant car portant la marque de ses précédents one-shots, même si il expérimente de nouvelles choses comme des poses stylisées à la JoJo qui faisait un carton à l'époque, ou encore des effets visuels et des fonds de plus en plus dessinés à la place de simples trames. Malheureusement, la série va vite dégringoler dans le classement du Weekly Shonen Jump
ce qui signifie sa mort après seulement 12 semaines. Cette première confrontation avec le public n'est donc pas une réussite. Et rétrospectivement, c'est logique. Le scénario, bien qu'original, au niveau du pouvoir du héros, souffre bien trop de la comparaison avec la série City Hunter qui a déjà pas mal d'années derrière elle. Néanmoins, cet échec n'aura pas été inutile, car pendant cette courte période, Takehiko aura beaucoup évolué. Que ce soit dans son apprentissage de mangaka, il est maintenant capable de tenir le rythme d'une sérialisation, ou que ce soit dans la compréhension du monde de l'édition manga. En effet, il sait dorénavant qu'il est nécessaire d'intégrer les codes et les envies de son public à son œuvre, que ce soit pour durer, mais aussi pour pouvoir mieux le toucher. Et cet énorme changement de mentalité se cristallise par une chose simple. À partir de maintenant, Takehiko ne signera plus Nalie, mais Inoue.